Monsieur Hammond, les téléphones marchent. Le con, J'ai un permis pour ça. la brute Le meilleur moyen pour que t'arrêtes de dire des conneries, c'est de fermer ta gueule. et le brillant. Défonce garantie, cocktail qui décoiffe. Gardez la monnaie, ça ne me dérange pas. Merci du fond du cul. Bonjour et bonsoir à tous et encore bienvenue sur le podcast qui parlera du cinéma, le con, la brute et le brillant, toujours présenté par notre grand ami Mathieu Bonjour à tous. et César. Hashtag bonsoir les amis. Et pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons notre ours polaire américain, North Bear. Pourquoi nous accompagner aujourd'hui en plus tout le temps là? Oui, c'est pas faux, t'es un peu trop ce sourd morceau-là là, je que t'as trouve. relevé, quoi, super. Bon et bah comment ça va tout le monde? Ça va bien, ça va bien. Cinématiquement bien. Ah mais toujours la même chose en plus. Bon allez, on passe aux actus. J'ai peut-être une nouvelle fracassante à vous annoncer. Merci pour la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que tu nous as dégoté de bon aujourd'hui comme petite actualité? Là, ça fait un peu la voix de... Maïté. Ouais voilà. Alors déjà, on a un petit projet, une petite licence qui vient de se relancer et j'aimerais bien vous la faire deviner. Ah, trop Si bien. je vous dis une licence d'horreur qui a pas eu beaucoup de films, qui a eu un premier épisode qui a beaucoup bien marché, qui était Donc, très novateur, pas et un Scream. deuxième désastreux. Donc c'est pas pas Conjuring. Paranormal Activities. C'est vieux, enfin c'est. Oh, est-ce qu'on peut dire que c'est vieux? Oui, c'est des années 80, fin années 80, début des années 90. Ouais, donc c'est super vieux. 80, donc surtout pour toi. le premier opus et le deuxième aussi, ils sont sortis un peu dans la lignée. Ouais, le deuxième est sorti plusieurs années après, je crois 5-6 ans après. Ouais, j'ai pas d'idée. On est là. sur du slasher, on est sur. On est sur... C'est pas Blair Witch, parce que Blair Witch, il y en a eu 3. Ah bah, c'était Si, c'est Blair Witch. C'est Blair Witch. Ah, je pensais qu'il y avait un troisième qui était sorti, qui était encore un gros four. Mais Ah, oui, le 2. ils ont tenté effectivement de refaire ça. Ouais. Et bah là, Blumhouse, donc la Blumhouse Production, la maison qui avait fait Imaginary, qu'on a vu Ah, donc, génial. il y a quelques Oui. semaines. Je vous Eh ben, invite à ils ont écouter le racheté les podcast droits. si vous savez pas à quoi vous attendre. Ils ont racheté les droits à Lionsgate de la licence, donc pour faire un nouveau film. Ok. J'adore. Tu rachètes tes droits, c'est quoi les droits? C'est des jeunes, ils vont en forêt, ils se filment, quoi. C'est ça. c'est Donc un projet à pas cher, quoi. ça. Ah, cool. niveau décor, ça va quoi. Donc le Blair Witch 3, The Return of the Vengeance ultime, quoi. Ah, je pense pas, ça a plus l'air d'être pensé comme un reboot. Ah, mais c'est un reboot, d'accord, ok. Et à côté, nous avons aussi un réalisateur qui n'a pas fait de film depuis 13 ans. Un réalisateur français, je précise. Et qui revient pour un film d'animation. Ce sera son premier film d'animation. À votre avis, ça pourrait être qui en réalisateur français? Je vais vous donner des petits indices, comme ça, si vous ne trouvez pas. Je peux déjà vous donner un réalisateur français qui n'a pas fait de film donc, depuis 13 ans. Il fait du film populaire, il fait des films un peu arty. Pas trop. Son dernier, il s'est vraiment planté parce qu'il est sorti, je crois, le même jour que Le Hobbit, un truc comme ça. C'est Alors, pas genre Yann Kounen ou. Non, beaucoup plus connu. Danny Boone. Bah non, il fait des films depuis longtemps. Si je vous dis un réalisateur français qui est connu pour avoir une énorme gueule. Bon, alors là. Ah, Piala? Non. parce qu'il il est mort, Piala, non? Qui a dit, il y a une dizaine d'années, en parlant des Césars, de toute façon, je les baise avec leur cinéma de merde. Bah, alors là. Attends, alors ça, je vous l'ai donné sur un plateau, là. Hein. Ouais, un mec qui ose insulter César, je ne préfère pas. C'est Mathieu Kassovitz. Ah, mais attends, ça fait fucking 12 ans qu'il a pas fait de. Ça fait de 13 film. ans, oui, l'ordre Ah de la ouais. morale, ça date de 13 ans, c'était son D'accord. dernier film. Et c'est quoi ce film d'animation alors? C'est un film d'animation, alors ce sera en partie d'animation, et en prise de vue réelle et en prise de vue CGI imaginé en animation. Ça rappellera de la Seconde Guerre mondiale, un peu comme dans Zootopie, tu vois. C'est qu'il se servira, apparemment c'est l'adaptation d'une BD qui se sert du prisme de la Seconde Guerre mondiale, mais en remplaçant les humains par des animaux. Bah, des souris et des hommes. Presque ça, mais par exemple, tu vois... Pas des souris et des hommes, non. Non, ça, c'est- Mouse. Ouais, en fait, dans cette histoire-là, les nazis sera des loups, et D'accord. le peuple, ce sera des lapins. Eh ouais, c'est toujours les méchants, les nazis. Kassovitz, je suis pas. C'est bien, mais je suis pas non plus giga fan de lui en tant que réalisateur. Moi, je l'avais surtout bien apprécié dans Assassin, mais je suis même pas sûr que ce soit lui qui réalise, plutôt qu'en tant qu'acteur. Assassin avec Michel Serrault. Ouais, c'est Ouais, lui c'est qui réalise, lui qui j'étais pas réalise, sûr. Ok. Ça, j'avais bien aimé. Sinon, j'aime bien, mais je suis pas non plus à me pâmer devant lui, mais je serais assez curieux. Je trouve qu'il a aussi un parcours assez original. Il a des gros coups de gueule, mais qui sont des fois un petit peu pertinents. Et ouais, il a navigué. Juste des fois. Il est pas mal dans le milieu de la boxe là en ce moment. En plus, il se fait des combats, des trucs comme oui, ça. ça fait 5-6 ans que, oui, au niveau de compétition, oui, il fait pas mal de boxe. Donc ouais, non, moi ça m'intéresse. J'attends de voir. Bah moi, j'avais pas mal aimé son dernier film, L'Ordre et la Morale. Bon, effectivement, c'est un film qui met vachement en accent la responsabilité dans le conflit avec les... C'est les Kanaks, non, c'est ça? Ouais, c'est les Kanaks, voilà. J'étais juste en train d'essayer de chercher sa filmographie, mais j'ai plus internet. Je me suis dit aussi, Je viens de perdre le réseau, attends. Je voulais juste trouver ce qu'il avait fait d'autre.
Métis, La Haine, Assassin, Les Rivières Pourpres, Ah, les Rivières Pourpres, c'était très bien, les Rivières Pourpres. Gothica, AD. Ah, Babylon AD. Tu l'as vu? Ah, mais Je l'ai pas vu, mais... Déjà, j'ai vu le film, et puis surtout, j'ai vu le making-of. Fuck Kassovitz. Fucking Mathieu Fucking Kassovitz. Fucking Kassovitz. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Qui est d'ailleurs un des making-of que je recommande le plus. Et en plus, il est dispo en intégralité sur YouTube. Ouais, je crois. Et donc, L'Ordre et la Morale. Donc, ouais, depuis 2011, il a rien fait. Mais déjà, Enfin, juste en avant tant que réalisateur, Gothica, j'ai en tout pas cas. vu, mais c'est pris un bon gros four. Mais je crois que c'est très très mal passé sa coopération avec les Américains. Pour Gothica, je crois que c'est avec Halle Berry. si je Oui, dis mais pas en fait, bêtise. Gothica, c'est différent parce que Gothica, il était simplement réalisateur Oui, et oui, c'est un c'était la projet dont commande. il n'était pas, il Ouais, n'a pas écrit, il n'a ouais, pas bien produit. sûr. On lui demandait juste de réaliser, donc c'est pour ça que c'était mieux passé parce qu'il était conscient il était juste un faiseur, donc il arrivait pour faire son truc et puis après il se barrait. Alors que Babylon AD, c'est lui qui avait écrit, lui qui voulait produire. En fait, c'est censé être une coproduction entre les Français, donc avec Canal, et les Américains. Mais effectivement, L'Ordre et la Morale, ça s'est bien planté, hein, parce que je vois Oui. budget 13 millions, recette 1 million. Oui. Donc ouais, il s'est bien planté, ouais. Et puis en plus, il l'avait pas beaucoup assumé cet échec à l'époque. C'est qu'il avait dit ouais, c'est parce que les Français ils aiment la merde et moi comme je fais un cinéma qui est plus au-dessus. Ah oui, d'accord, super. Oui, du Ok. coup, quand tu regardes les budgets, du coup, c'est Gothica, son meilleur 40 millions de budget, 141 millions de recettes, en fait. Ouais, Même il si a, c'est un il a bien four, marché, ça La a Haine marché, aussi. hein. La Haine a bien... Oui, il a pas rapporté 100 millions, tu me diras, La Haine. Donc, Alors après, j'ai deux news en une. C'est qu'on va parler du Festival de Cannes, le prochain, qui va s'ouvrir donc dans un mois et demi. Alors déjà, ils ont choisi George Lucas pour lui donner un titre honorifique pour toute sa carrière. Et ça a fait pas mal remuer les réseaux. Je sais pas si vous avez vu. c'est le gars de Star Trek? Je crois que si tu lui dis ça, vraiment, il te défonce. Hein. Et moi, j'avais envie de dire que, on juge pas un réalisateur par rapport au nombre de films qu'il a fait, parce que sinon, des réalisateurs comme Spielberg ou Scorsese, ça ferait longtemps qu'ils devraient avoir Oui, c'est sûr. Après, pour George Lucas, que j'adore un peu comme beaucoup de monde, mais c'est vrai que j'ai du mal non plus à le considérer comme un génial réalisateur. C'est plutôt un génial créateur. Il va créer des mondes, des backgrounds. La réalisation de ces films, même quand il te commande, c'est pas ce que je préférais. Il y a le monde, l'univers, l'écriture derrière. Je vois plus même comme un écrivain presque. Pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est un auteur. Avant Voilà. tout, il a créé un univers et un lore. Après, oui, plus sa carrière de producteur, mais aussi, quand on donne un prix à l'homme, on dit pas on lui donne pour sa réalisation. Je trouve qu'on le donne un peu pour tout ce qu'il a pour fait. sa carrière. Il a fait de la réal, réalité. il a fait un truc, il avait du travail d'auteur, il a fait du travail de producteur, il a quand même lancé tout un univers et une licence qui aujourd'hui perdure encore. Donc, moi, je trouve pas ça déconnant de lui filer un prix. Parce Oui, c'est qu'il vrai. il faut dire qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui croient qu'il a réalisé la plupart des Star Wars, alors que non, pas du tout. En tout cas, ceux qu'on préfère cinématographiquement parlant, il les a pas fait. C'est-à-dire qu'il a fait ni le 5 ni le 6. Et oui, aussi, pour parler du Festival de Cannes, un truc assez marrant, c'est que je sais pas si vous savez, mais il y a Francis Ford Coppola qui est en train d'essayer de vendre son film. Il essaie de faire un film qui s'appelle Megalopolis, qu'il a lui-même financé, autofinancé, par la vente de sa terre viticulture. Non. Si, par son vignoble. Il l'a vendu pour un peu plus de $100 millions. Donc il a entièrement financé, tourné, monté. Il est fini, le film. Hein. Il essaie de le vendre. Le problème, c'est qu'apparemment, le projet a été vu par pas mal de studios. Et la plupart des studios disent « Ouais, on aime bien, mais c'est ultra chelou et c'est invendable. » Donc il galère beaucoup à trouver un repreneur pour le distribuer. Et les quelques repreneurs qui pourraient être intéressés, style A24 et tout, eux, c'est trop cher pour eux parce que Francis Ford Coppola, il demande plus de 100 millions pour acheter son film. Putain. Mais, ouais, ça fait un peu mal. Tu dis, t'as un mec qui est comme Francis Ford Coppola, j'ai envie de dire, il a quand même réalisé 2-3 bons films dans sa carrière, on va dire. Même, ouais. Et là, il a le film qui est déjà tourné, il cherche juste à le distribuer et il galère quand même un peu. Ouais, et surtout. Mes petits amis réalisateurs, hein, si vous n'êtes pas connus, cravachez. Non, mais apparemment, surtout sur le film en état actuel, qui est un film. Je l'ai pas vu, on n'a vu aucune image, mais apparemment, la plupart des distributeurs disent non, mais il est cool, mais il est invendable, il est extrêmement chelou, et je pense pas que le grand public ira voir ça. Ils pensent que c'est plus un public de niche. C'est pour ça que A24 a été intéressé parce qu'ils aiment bien les films un peu chelous, mais pas pour ce prix-là, quoi. Et justement, Direct DVD. Et là, justement, il va aller à Cannes pour trouver des repreneurs. Donc sur les montées des marches de Cannes cette année, regardez bien sur la droite des escaliers, vous verrez un mec qui tend la main, s'il vous plaît, film. Mais par contre, il y a des repreneurs qui ont dit nous, on veut bien distribuer le film, mais si Francis Ford Coppola s'avance et s'il met son argent personnel dedans. Voilà, c'est ça. Ouais, en gros, s'il assure que les pertes, il les remboursera aux distributeurs. Parce qu'eux, ils sont quasiment sûrs que le projet, il fera pas beaucoup de spectateurs. Mais par exemple, lui, il y a des trucs un peu que je trouve un peu bizarre, c'est que par exemple, lui, il n'a pas du tout tourné en IMAX ce film, mais il veut qu'il soit projeté en IMAX. C'est pour ça que les 100 millions de $, il passerait un peu là-dedans. Ah, pour faire de l'IMAX en post-prod. Lui, il veut que son film se diffuse dans les scènes IMAX, alors qu'il n'a pas du tout tourné avec des caméras IMAX. J'ai pas compris, il est tourné ou pas ce film? Ah, il est fini. Ah, il est terminé, j'avais pas compris. terminé. Et il trouve pas pour le distribuer. Ouais, voilà.
Mais c'est incroyable cette histoire. Bah, c'est parce que la plupart des distributeurs, je t'ai dit, ils ont vu le film et ils disent mais c'est un truc de niche quoi. C'est tellement arty et tout que il y a des gens qui iront le voir très certainement, mais pas Après assez peut-être que pour juste justifier un Coppola rachat. sur une affiche, ça fait vendre. Bah, hein, quand la même, plupart hein. des producteurs ils disent oui, si jamais on met par le réalisateur de Le Parrain, Apocalypse Now ou Dracula, tu peux vendre. Mais c'est pareil, à ce moment-là, tu t'adresses déjà à une partie de cinéphiles. Le grand public, tu vois, tu leur parles de films qui ont 30 ans, 40 ans. Ouais, ok. Donc ils ont plus peur pour ça. En tout cas, là, pour l'instant, rien n'est fait. Ça fait 6 mois qu'il essaie de vendre son film et il n'y a toujours rien. Alors qu'il y a plein de films de niche qui marchent bien. Dernièrement, les films de niche Villeneuve. Villeneuve, on parle de Dune. C'est pas de niche, Villeneuve? Non, Brise de niche, ça avait bien marché, ça. Non, mais si tu veux, encore une fois, c'est une matière de sous parce que, comme je te disais, à 24, ils sont intéressés. Mais juste que c'est plus de 100 millions qu'ils leur proposent de leur achat. Ils disent, bah, nous, on n'a pas ce budget-là, quoi. Bah, qui m'appellent, les mecs. Ouais, c'est vrai, je les débloque, moi, il n'y a pas de problème. Pour finir, on a James Gunn qui c'est un peu comme contre la horde de fanzous qui se prend, parce que depuis qu'il a annoncé qu'il voulait réaliser le prochain Superman, la Superman Legacy, il a sans cesse des demandes des fans de quel méchant il y aura dans ton film, sur quoi ça va se baser. Et lui, donc, il a fait un énorme tweet pour dire bon, le film Superman, le protagoniste principal, ce sera Superman, l'antagoniste, ce sera Lex Luthor. Et pour les autres infos, laissez-moi tranquille, arrêtez de vouloir voir le film ou avoir des infos sur le film avant que le film soit sorti. Quand le film sortira, vous aurez toutes les infos, merci de me laisser tranquille. Parce que le film a commencé à être en tournage et il a des fans qui viennent tous les jours à son studio pour essayer de choper la moindre info, tu vois, sur le truc. Et on sait qui c'était dans le rôle de Superman? J'ai oublié. Oui, ça a été annoncé il y a quelques mois. Oui, bah, je le connais pas beaucoup. Il a fait quelques séries et tout, mais c'est entre guillemets un petit nouveau. Ça fait 4-5 ans qu'il fait ce taf. Ok. Donc ce sera pas Nicolas Cage alors dans le rôle de Superman malheureusement. Dans Superman Returns, faut vraiment l'oublier ce film. Hein. Bah, on a eu un petit bout de Nicolas Cage quand même dans Flash. Oui, c'était dans Flash. Oui, Flash. Bon, d'ailleurs le Et film Flash. Ouais, et justement, il devait avoir une grosse araignée, donc il se battait le film. Et il nous montre aussi ce combat-là dans la petite séquence combat avec Nicolas Cage. Et bah voilà, c'est bon. Moi, je vais finir sur mes actus. Et ben très bien, merci beaucoup. Donc sur ce, je vous propose qu'on passe au film. C'est le film du jour, the movie of the day, le film de stock. Sonohi no Heiga. Ah oui, on attaque l'international, attention. Ok, bien joué. Alors, cette semaine, on est allé voir Nous les Leroy. Déjà, on va préciser que Nous les Leroy, on l'a vu en avant-première parce que voilà, le podcast évolue tellement bien que maintenant on est invité. C'est faux, on a payé nos places comme tout le monde. On est des stars. Alors, pas moi, j'ai pas payé ma place. On me l'a offert. Personne non plus encore. Ah non, mais personne n'a payé sa place. En fait, j'ai invité tout le monde dans cette histoire. Donc, on l'a vu en avant-première. Donc, Nous les Leroy, ça parle de quoi? Ça nous parle d'une famille composée de José Garcia, Charlotte Gainsbourg et de 2 enfants, donc une ado âgée de 16-18 ans et d'un plus jeune frère qui doit, je crois, avoir 15 ans. Et effectivement, ça se passe pas très bien dans leur famille. Il y a un problème de communication. Ça communique plus du tout. Et du coup, Charlotte Gainsbourg décide de se séparer de José Garcia. Elle lui annonce un soir, juste avant de se coucher. Et José Garcia, pour l'empêcher, on pourrait dire, de se séparer, en tout cas lui donner une seconde chance, il décide de raviver la flamme. Voilà, il décide d'organiser un week-end entre elle et ses enfants pour faire un voyage, un parcours autour de la famille, de l'histoire de la famille des Leroy. Et il lui dit bon, on fait ce week-end-là, et au bout de ce week-end, si tu veux toujours te séparer de moi, je signerai les papiers du divorce. Voilà. Très bien. C'est tout à fait ça, bravo. Beau pitch. Alors, donc, qu'est-ce que tu en as pensé déjà? Parce que toi, je crois que tu es un grand fan de Flaubert, toi, déjà. Bah, moi, j'aime bien ce qu'il fait. C'est vrai que je le suis depuis longtemps. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Flaubert, on ne parle pas forcément de celui qui a écrit Madame Bovary. Non, c'est pas le même. Tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe sur l'actualité podcastienne. Non, mais Florent Bernard, ouais, c'est un auteur à la base. Il est passé chez Golden Moustache. Et il a pas mal travaillé sur beaucoup de vidéos qu'on a vues sur Internet il y a quelques années. Et puis maintenant, il a un podcast qui est un peu moins connu que le nôtre, qui s'appelle le Floatcast. Et je vous conseille, franchement, allez écouter ça, c'est pas mal. C'est pas mal, un peu amateur, mais oui, bon, c'est voilà, pas encore, voilà. Mais voilà. Et donc du coup, il a été auteur sur plusieurs films. Il avait fait Vermine, il avait fait, je me souviens, Jack Mimoun, je crois. Oui, puis il avait bossé sur La Flamme. Voilà, mais et là, c'est sa première réalisation. Donc c'est un vrai film d'auteur qu'il a écrit, réalisé. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé ça très bien écrit. En particulier les dialogues qui sont très 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 bons. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il dit que c'est pas un amoureux des dialogues, alors que moi j'ai trouvé que justement les dialogues. Ils sont super. Franchement. Après, il l'a annoncé aussi au tout début de séance. Il a pu échanger un petit peu avec
avec l'audience et il nous disait que justement, il n'est pas attaché au dialogue dans le sens où le scénario est important, mais après ces dialogues, il les laisse vivre et ça dépend des comédiens, ça dépend. Donc il y a beaucoup d'improvisation. Il s'entoure aussi beaucoup de comédiens et d'acteurs, actrices qui sont dans cette mouvance d'improvisation. Donc je pense que vu que ces dialogues ne sont pas scellés dans le marbre et qui bougent, ils sont toujours beaucoup plus justes. Et c'est vrai que là, je pense que tous les comédiens s'en emparent bien. Et c'est pour ça qu'il y a Oui, puis après, on voit qu'il y a un certain nombre de rôles qui ont été écrits pour les personnes qui les ont joués. Ça se ressent vraiment. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se sont bien réussi à reprendre le rôle et qu'ils le jouent très, très bien. Ouais. Enfin, en général, tous les acteurs sont très bons dans le film. Et voilà, quoi, j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Ouais, bah pareil. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Pareil, je suis un bon Yankee de ce que fait Flaubert. Donc, moi, j'ai bien tout bien aimé. En plus, je me suis beaucoup retrouvé dans cette famille qui dépeignait. Et j'ai retrouvé aussi beaucoup de ses potes dans le casting, comme disait Matt. Donc, ouais, moi, j'ai plutôt bien aimé. Tout à fait. Un peu pareil aussi. Bien aimé. C'est pas parfait. J'ai beaucoup apprécié le fait que pour un premier film, il n'est pas aussi classique, scolaire que certains. Il prend quand même des petits risques. Et même si la réalisation est assez simpliste, elle est efficace. Après, c'est peut-être juste sur certains choix, mais ouais, je dis de la merde là en fait. Il faudrait que je m'arrête de parler. non, mais après je te comprends, c'est que après je pense que comme c'est un premier film, il a essayé de faire un film plutôt simple. Je trouve que en ce point-là, il réussit. Maintenant, c'est vrai que moi je trouve quelques faiblesses, mais après là, on rentre vraiment dans le détail, on vraiment pinaille. Oui, c'est ça. C'est vraiment du pinaillage. Après, il y a deux choses. Il y a d'un côté la réalisation et d'un côté l'écriture. Moi, je trouve qu'en termes d'écriture, c'est nickel. Ouais, tout à fait. Franchement, disons que ça pouvait partir dans des directions que j'aurais moins aimé. Et non, c'est très bien. Après, la réalisation, c'est encore autre chose. Mais même là, je trouve que c'est quand même correct. Moi, en allant voir le film, la seule peur que j'avais, c'est qu'avec un pitch pareil, de savoir, le José Garcia qui dit, on va voir si on va rester ensemble, j'avais très peur que le film s'arrête avant qu'on ait la réponse de est-ce qu'ils vont vraiment se séparer ou pas. Donc, pour ceux qui vont aller voir le film, sachez qu'on y répond à cette question. On ne laisse pas sur un doute. Ouais, puis on y répond plutôt bien d'ailleurs. Oui. C'est pas convenu. Moi, j'avais vraiment peur de tomber sur un truc un peu trop sentimentaliste, facile et simple et convenu. Et c'est pas le cas. Après, c'est aussi une histoire, comme j'ai compris, qui a été inspirée de sa vraie vie, quoi, Florent Bernard. Donc du coup, évidemment, il a pas fait n'importe quoi avec, mais ouais, très chouette. Et mention spéciale, du coup, je le dis tout de suite, mais à Charlotte Gainsbourg, qui est incroyable. Enfin, elle est excellente. On se demande pourquoi elle fait pas plus de comédie. Exactement. Moi, je la trouve, en tant qu'actrice dramatique pure, sympa, mais je suis pas non plus giga fan. Mais en comédie, je suis un de ses premiers fans parce que Ma femme est une actrice. C'est un film magnifique. Prête-moi ta main, génial. Elle a un petit côté l'ingénue qui a rien à foutre dans ce genre de film parce que tu as l'impression qu'elle fait pas comique naturel, mais malgré tout, elle est là. Elle apporte une folie. Elle apporte un rythme qui a nulle part ailleurs et franchement, elle est faite pour faire la comédie. Oui, puis aussi, je trouve qu'il y a une espèce de douceur de ce personnage qui fonctionne super bien face justement à José Garcia, qui joue aussi très très bien son rôle. Il y a une espèce d'opposition entre les deux personnages qui est super chouette. Ouais, puis en plus, il y a un moment dans le film où on se moque du jeu de Charlotte Gainsbourg qui est souvent très en retenue. Et il y a un moment où on se moque, c'est très drôle. Et moi, j'ai bien aimé comment est présenté le personnage de José Garcia parce qu'il est présenté comme. C'est un peu l'antagoniste de l'histoire. On le présente comme quelqu'un d'arrogant, qui écoute pas sa famille, qui fait beaucoup de choses dans son coin. Et j'ai trouvé bien ce parti pris là. Oui, après, c'est pas non plus manichéen, c'est pas non plus un grand méchant et une grande gentille. Tu vois, c'est un peu plus subtil que parce ça. Que c'est bien, parce que c'est bien écrit. Avec les défauts de ces personnages. Mais parce que c'est bien écrit. Parce que c'est bien écrit, parce que justement, on arrive à se retrouver dans les phrases qui sont prononcées par certains personnages. On arrive à s'identifier, quoi, et c'est ça que j'ai trouvé super chouette. Ah oui, par exemple, quand je dis qu'on le présente de manière arrogante, c'est que par exemple, il y a cette scène, elle arrive tout au début du film, mais on lui dit, on nous le présente comme quelqu'un qui n'écoute pas ses messages vocaux, qui n'a jamais écouté sa boîte vocale depuis qu'il est adulte. Quand il veut expliquer pourquoi, il dit regarde, t'as 2 pouces, tu peux écrire des messages, et tu as cette manière de parler, c'est un peu de façon arrogante. Et pareil, quand Charlotte Gainsbourg lui dit qu'elle a sa journée du samedi parce que son patron lui a offert son samedi, c'est plutôt une bonne nouvelle, et lui, il est tellement braqué sur ce personnage qu'il fait quel connard et tout. C'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Je voulais aussi parler des caméos de Adrien Méniel et Jérôme Niel qui sont un peu plus que des caméos quand même. Parce les seconds rôles en général. Ils ont des seconds rôles. Et déjà, Jérôme Niel, il est très très bon. Ça fonctionne parfaitement dans ce rôle-là. Et encore plus, Adrien Méniel, on voit que son pote lui a écrit un rôle sur mesure parce que moi, dès qu'Adrien Méniel hurle, j'adore. Oui, c'est vrai qu'il hurle au bon moment. Non, mais même en règle générale, dès qu'il hurle, j'adore, quoi. Et donc, du coup, c'est chouette. Puis moi, je suis très, très client de l'humour Florent Bernard, quoi, qui peut être très pipi-caca des fois. On retrouve un peu les blagues qu'on aime bien
Déjà dans son podcast, on va te parler du Puy du Fou, on va te parler du parc Astérix et Du tout. Futuroscope. Du Futuroscope, pardon, oui. Et du coup, on retrouve vraiment sa patte dans ce film et on sent. En fait, je me souviens quand j'avais vu, j'étais allé voir. Comment ça s'appelait, Jack Mimoun, que j'avais d'ailleurs vu dans la salle 4 du pâté. On y revient. La fameuse. Et ben, je me souviens très bien qu'on arrivait à sentir les blagues que lui, il avait écrites. Parce qu'il y a eu plusieurs auteurs, il y a eu plusieurs passes sur le scénario. Et là, on se disait, ça c'est du Florent Bernard. Et là, quand on l'a sur un film entier, ça se voit, quoi. Oui, puis on voit l'humour internet qui ressort beaucoup dans ce film, qui est, moi je trouve, un humour beaucoup porté sur la gêne et le cringe qui arrive. Et il y a quand même pas mal de vannes dans ce film-là qui sont en rapport à ce truc-là. Donc c'est vrai que ceux qui n'aiment pas beaucoup ce humour-là, ils vont pas beaucoup se trouver. Ouais, mais ça reste quand même un peu un mélange des deux mondes, tu vois. Tu vas pas avoir un montage haché à la YouTube, entre guillemets. C'est un vrai film de cinéma, quoi. Peu de fois où il y avait on avait essayé de porter des youtubeurs au cinéma, c'était moyennement réussi. Je me souviens du Manoir. Du Manoir, oui, moi aussi. C'était voilà, quoi. Il y avait eu 2-3 autres tentatives où des fois ça marchait plus ou moins si c'était un second rôle, des trucs comme ça, mais là soit quand je dis l'humour internet, c'est beaucoup de blagues portées sur le malaise ou la gêne, ou alors des build-up qui se cassent d'un coup. C'est-à-dire qu'on te prépare un moment très émouvant et au final il y a je vois de quoi tu veux parler. Voilà, c'est très bien. Oh non, ça s'arrête tout de suite. Ça, c'est de l'humour qui marche beaucoup, mais qui a été beaucoup porté par la nouvelle génération et par internet. Par internet, c'était beaucoup plus facile d'être dans la parodie. T'as pas les mêmes moyens, tu veux te moquer du cinéma, de la télévision et tout ça. Donc c'est vrai que dès qu'il y a eu des gens qui ont commencé à avoir un peu de succès, qui ont passé la porte du 7e art, qui sont allés au cinéma, souvent tu as tendance à dire, peut-être j'imagine aussi par le biais des financiers, c'est ça qui marche, donc tu vas faire ça. Donc tu vas faire des gros gags un petit peu parodiques, tout ça. Là, pour un mec qui vient d'internet, qui vient de l'humour et tout ça, il nous sort un film qui, pour moi, je suis désolé, est plus dramatique que comique. En tout cas, le comique, comme on a dit, la comédie est très très bien faite, mais le côté dramatique du film est encore mieux réalisé. Je vois pas du tout une patte de... Si j'avais vu sans savoir qui l'avait fait, je pense pas que j'aurais découvert que c'était Florent Bernard qui pouvait réaliser un truc comme ça. C'est sûr. On est vraiment sur... C'est beau, et c'est là où il prend beaucoup de risques. Il reste pas dans sa zone de confort de la comédie. Il aurait pu faire un truc comme ça avec tous ses potes et faire un Golden Moustache de 2 heures, un truc comme ça. C'est pas ce qu'ils font, et franchement, bravo à ça. Bravo à lui. Oui, parce qu'en fait, ça aurait été un peu facile de porter YouTube au cinéma et de ne pas le prendre au sérieux, comme on a beaucoup vu d'ailleurs sur les livres. Il y a eu une grande mode de livres de YouTubeurs qui étaient juste des livres de YouTubeurs, quoi. Là, non, c'est quelqu'un qui veut vraiment faire du cinéma, quoi. C'est pas un gars, on lui dit tiens, on va faire une parodie de quelque chose ou quoi que ce soit. Non, c'est un film, c'est bien écrit, c'est bien réalisé, c'est très très bien, quoi. Surtout, c'est un gars qui a une vision, quoi, qui a une idée à proposer et un message à délivrer. Et c'est tout ça qu'il faut pour le cinéma, c'est avoir quelque chose à dire, parce que des fois on voit des films et on se dit mais on voit même pas le message que ça veut porter. Et je trouve que ça rejoint un peu le message qu'il a fait dans un court-métrage de Golden Moustache. J'ai plus le nom, mais je me rappelle que c'était joué par Adrien Méniel et que c'était dans un court-métrage, c'était 2 personnes qui allaient se marier. Et au moment où ils vont pour se marier, ils se rendent compte qu'ils veulent plus s'épouser, qu'ils veulent se séparer. Ah ouais, je me souviens pas du tout de ça. Et c'est déjà joué par Adrien Méniel qui joue l'époux, enfin le soi-disant époux. Ouais, non, et puis voilà, pour parler rapidement aussi des 2 enfants en fait qui sont du coup Lily Aubry et Adrien Olmé, qui jouent super bien aussi. Ouais. Enfin, ils sont un peu parfois mis au second plan, mais je trouve que justement des fois on arrive à leur offrir des scènes qui sont assez cool, et ouais, ils sont chouettes aussi. Moi je trouve que c'est un des petits défauts du film, justement, quand on va parler de Pinaille, on rentre dedans, c'est que je trouve que le personnage de justement l'ado, elle ou lui c'est celle qui est le moins exposée dans tout le film, celle dont on parle le moins. Alors c'est le seul défaut, alors que c'est un des rares défauts. Celle où il met des pistes les plus intéressantes. Après, c'est peut-être aussi le personnage que Florent Bernard maîtrisait le moins. Peut-être, c'est une théorie, mais y a sûrement vu que lui, ça raconte son histoire, donc le rôle de parent, peut-être qu'il voit à peu près comment ça marche maintenant que je sais qu'il est parent lui aussi. Le rôle de l'ado, c'était lui, donc voilà. Peut-être que le rôle de la fille le maîtrise un peu moins, je sais pas. Oui, mais il y a peut-être pas une... Après, c'est un défaut assez mineur, parce que je trouve que elle est peu exposée, mais le nombre de scènes où elle apparaît, où elle s'exprime, elle marche à chaque fois. Correct, donc il y a super problème. Ah ouais, complètement. Oui, tout à fait. Comme je disais, les pistes scénaristiques qui sont mises sur elle sont vraiment super intéressantes. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus le temps de développer ou d'approfondir un peu ça. Mais en tout cas, pareil, on n'est pas dans le convenu, on en parlait dans un épisode précédent du film Imaginary avec les archétypes des adolescents qui se ressemblent un petit peu trop. Voilà. Là, du coup, vraiment, on est dans l'exact inverse. On est dans le typique, mais unique aussi. Et c'est ça qui est fort. En tout cas, du coup, on l'a vu en avant-première. La salle était pleine, du coup.
Et tout le monde rigolait. La salle a super bien reçu le film. À droite de moi, j'avais un après- Yankee de ouf là. Il pouvait se passer n'importe quoi, les mecs qui rigolaient. Même une ouverture de porte, c'était trop drôle, la porte qui s'ouvre. Non, mais j'en ai fait des avant-premières où la salle était plus ou moins réceptive. Je me souviens, j'avais fait l'avant-première de 300, le deuxième, 300. Je sais Ah, pas le quoi. pire, Rise on Empire, La un truc naissance comme ça. d'un empire. Ouais. Ouais. Et je me souviens, les gens étaient dans la salle. Oui, c'est sympa. Bah, après, c'est normal que tu rigoles moins en voyant On a ce moins film. rigolé, on a moins rigolé, c'est vrai. C'est pas une comédie à la base. Tu vois, mais bon, bref. Dites-vous que j'ai fait un détail. Dites-vous que j'ai fait l'avant-première de Pas très normale activité. Oh. Je vous laisse deviner l'ambiance de la salle. C'était dit d'une noce funèbre. Aïe, aïe, aïe. Qui est-ce qu'on a Ouais, il y avait Simon Astier aussi qui est passé dans le film. Il y avait Baptiste Le Caplin. Oui, Vincent pareil, la Tirel. conductrice de bus, j'ai plus son nom. Mais C'est c'est Sophie-Marie Larouille. voilà, et elle joue encore une fois très très bien. Ouais, elle est cool, ouais. Franchement. Mais bon, la palme revient à Simon Astier avec la scène dont tu parlais Voilà, très où on rapidement se tout à moque l'heure. de- On se moque un petit du peu. jeu, L'on dit pas des plus. Il y a une scène Simon Astier, Charlotte Gainsbourg. C'est délectable. Ouais. C'est déjà cultissime. Elle est très très bien. Ouais. Ah, incroyable. C'est vrai qu'il y a des fulgurances. Enfin, c'est super bien écrit, quoi. Il y a des vannes Non, puis il y a des vannes qui tapent pile correctement. Là, je pense à la scène du bus, par exemple, justement. Oui. Elle m'a beaucoup fait rire, la scène du Non, bus. mais je pense que non seulement il y a des vannes qui font mouche, mais en plus elles font mouche parce que déjà le texte est bon, mais en plus elles sont subjuguées par les acteurs qui Ah bah, choisissent. évidemment. Enfin, pour moi, Jérôme Niel qui arrive avec un marteau en disant t'es pas mon père, toi. Ça Mais marche tu- super bien. limite à la fois agressif Bah, et à la fois surpris. C'est dans la bande annonce, je crois. Ça fonctionne très bien. Ouais. Non, puis même pas que ça, quoi. Enfin, je reparle de ça, mais le personnage d'Adrien Méniel, avec ses mimiques et le côté un peu malaise de la situation et tout, Oui. parfait. Ah ouais, parce qu'il s'arrête jamais. Il dit je vais pas vous. C'est un personnage qui n'arrête pas de dire je vous passe les détails. Il les dit juste après quoi. C'est génial, franchement, c'est génial. Bon, bref, en tout cas, moi, je retournerai le voir, c'est sûr et certain. Ah, moi je lâcherai en DVD. En Pas sûr. Je sais pas s'il sortira en DVD. Hein. Alors, s'il sort un Blu-ray 4K, ouais, je l'achèterai. Moi, je me ferai inviter par Norbert pour le voir en DVD. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Bah, je crois qu'on a à peu près tout dit. Bah, je pense qu'on a fait le tour sur, Mon sur ce passant film. disait que tout dire fut impossible. Non, ferme ta gueule. Hein. Mais Moi, les je vais faire enfants des citations. Tu nous les laisses et tu les. Un peu de culture, que diable. Oui, donc je pense qu'on a fait le tour sur ce film et je vous propose qu'on passe à la bucket list. Cette liste, c'est le bien absolu. Cette liste, c'est la vie. Le choix. Le problème, c'est le choix. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de films de bagarre. De bagarre. Ouais, ça me fait penser à. Attends, c'était qui? C'était Gad Elmaleh? Je me souviens plus. Tu sais, le sketch où il dit ah, la bagarre. Non, c'était. C'est pas Camini. Non. Bah, c'est aussi Camini, mais c'est. Ah, attends. Et la bagarre. Qu'est-ce qu'on aime le mec? La Attends. bagarre. C'est Franck Dubosc. Humour de droite. Attends. Franck Bon, Dubosc, oui. n'importe quoi. Jamais de la vie. Qu'est-ce qu'on appelle les films de bagarre? Les films où au moins il y a une belle scène. Il y a une belle scène de combat. Ou si au moins dans le film il y a une belle scène de combat, on dit que ça rentre dans le thème. Mais des films qui se basent essentiellement sur des combats qui arrivent. Ouais, moi, c'est comme ça Ouais, que voilà. je sens. Mhm. À l'arrière, oui, on peut citer, si t'as un film romantique, mais avec une superbe scène de Dead baston, or Alive. vas-y, quoi. Dead or Alive, génial. Non, je l'ai pas noté, celui-là, Bah, bizarrement. moi, Dead or Alive et Mortal Kombat, je les place dans la même chose. C'est-à-dire que j'adore ces films parce que c'est tellement nul. Oui, c'est du Mais nanar. c'est du nanar, quoi. Et Ouais, Mortal c'est Kombat 2. Ah non, alors non, ça c'est du navet, mais bien comme il Non, faut. non, Mais ouais. le 1, il est très drôle. Il y a une différence entre nanar et navet. Il faut être précis. Ah oui, non, mais c'est tout à ça. fait, Le bien sûr. navet, Parce que c'est mauvais. On c'est l'a comme vu, le Mortal légume. Kombat 2, on rigolait pas devant. Hein. Non, c'était pas très bien quand même, ouais, effectivement. Qui commence? Bah tiens, vas-y, César. Vas-y. Allez, alors parce que moi je suis le seul autour de cette table quand on a eu ce thème, j'étais ouais youpi, moi Ouais. j'adore. Ouais, Moi, mais je suis les pas années très bagarre. Moi, je suis plutôt pour la paix. tu vois, Ah, genre. mais voilà. mes années ados ont été totalement envahis par des Jean-Claude Van Damme, des Chuck Norris, des Steven Seagal et tout ça. Les meilleurs acteurs de ta génération. Les meilleurs acteurs, c'était là on savait faire des dialogues et tout, il y avait pas tous les woke d'aujourd'hui, excusez-moi. Hein. Non mais après malgré tout, malgré tous ces superbes héros huilés que je vous ai nommés, je vais plutôt retourner en Asie parce que moi ce qui m'a le plus marqué c'est Jackie Chan. Moi je note Jackie Chan pour toute son œuvre. Je pense que c'est tout bon. Celui, sauf un dont j'ai oublié le titre où il conduit des voitures et c'est une sorte de course de bagnole, il faut pas regarder, c'est mauvais. Je connais pas. Mais sinon, tous ces films sont bons. Et si je devais mettre un au-dessus des autres, je pense que je mettrais Jackie Chan Contre-Attaque, qui je pense est Police Story 3 en titre original. C'est un de ses meilleurs. Pourquoi il faut regarder Jackie Chan? On va pas forcément parler du scénario. Ce qui est bien dedans, comme je disais, c'est qu'il vient d'une école de cirque. C'est des gars qui, un peu comme Chaplin à l'époque, c'est des gars qui vont jouer au millimètre. Il n'y a pas de trucage. On est sur de la chorégraphie. C'est ludique. Tu te marres dans les scènes de combat. C'est lisible. Tu utilises totalement l'espace, les décors. C'est d'une intelligence foudroyante. Donc regardez ça, les gens. Bah, surtout, le vrai truc qu'il a
a démarqué Jet Li à l'époque, c'est que Jet Li, c'était un peu un contre 60, mais les 60 personnes qui vont un par un contre lui, et Jackie Chan, ils y allaient tous en même temps. Non, mais c'est super créatif, ça se sert du décor, ça se sert de... Ouais, c'est chouette. De toute façon, je pense que si on dit film de bagarre, les gens pensent en premier à Jackie Chan, parce que c'est le chef du genre, quoi. Donc, moi, j'en ai un de Jackie Chan, c'était Mr. Cool, où il joue un maître cuisinier qui se retrouve à avoir une information, à avoir une cassette, ou je sais plus trop quoi, un fichier, mais il le sait même pas qu'il a lu, parce qu'on lui a mis à son insu dans ses vêtements, et il se retrouve poursuivi par des méchants. Et pareil, c'est dans plein de films, je crois que dans Contre-Attaque, c'est à peu près pareil, mais en fait, c'est que c'est un combattant, mais sans le savoir. C'est qu'en fait, il tape des gens, mais sans vraiment s'en rendre compte et sans vraiment en être conscient, et il arrête pas de faire des gueules, des grimaces, ou même lui, il est choqué de ce qu'il fait. Enfin, moi, j'adore. Et juste pour information, donc Jackie Chan Contre-Attaque fait bien partie de la saga Police Story. C'est en fait le 5e volet, et c'est donc écrit. C'est le 5e volet de la saga Police Story débuté en 85. Il est ainsi titré Police Story 4 dans certains pays. D'accord. Je ne comprends pas cette phrase, mais voilà. Moi, j'en ai. C'est pareil. Moi, j'ai 2 films asiatiques. J'ai déjà Tigre et Dragon de Ang Lee, qui avait un peu révélé Michelle Yeoh à l'international, et Chow Yun-fat. Chow Yun-fat qui était déjà un peu connu, mais par les Tsuyark. Tsuyark avait déjà tourné avec Chow Yun-fat sur... Oui, et l'autre, celui qui a réalisé 3 films avec lui et qui a réalisé après Mission Impossible 2, John Woo. John Woo avait fait plusieurs films avec lui. Et ouais, Tigre et Dragon, c'était en plus, c'est un film de combat asiatique où les mecs volent. Tu vois, ils volent pas, mais ils font des bonds de 30 mètres en hauteur. Je pense que pour moi, il est arrivé, c'était une époque, donc si je dis pas de bêtises, c'était tout début 2000. Pour moi, c'est arrivé après Matrix. Je crois que pour moi, Matrix, je dis peut-être des conneries, j'en dis beaucoup, mais ça m'arrive. Et qu'en fait, Matrix est beaucoup basé là-dessus, sur les maîtres de combat esthétique chinois. Et du coup, c'est pour ça que dans Matrix, on utilise les filins, on fait des scènes, mais vu un peu corrigé par cette nouvelle façon de... Matrix, comme on disait un peu, Pacific Rim était un hommage à tous les films de kaiju. Matrix, c'est un hommage à tous les films de combat asiatiques. Qui n'arrivaient pas à percer. Et juste après Matrix, comme par hasard, on a Tigre et Dragon qui sort, on a le secret des poignards volants, on a Hero. Ça arrive après, parce que Hero est arrivé. Après, mais bon, on n'avait pas beaucoup de films comme ça avec les mecs qui s'envolent sur les toits et tout ça. Mais d'ailleurs, c'est marrant, parce que Ang Lee, il a fait Tigre et Dragon. Après, il s'est barré aux États-Unis et il n'a plus jamais refait. Enfin, je crois qu'il en a fait un, mais des films de combat en Asie. Il n'a plus jamais refait. Vraiment, il s'est barré aux États-Unis et après, il a fait son truc. Et dans le même rôle, tu l'as dit, moi j'avais Hiro de Sang Yimou qui a fait pareil. Il a fait Sang Yimou, il a fait Hiro, il a fait Le secret des poignards volants. Et 10 ans après, il a fait La Grande Muraille avec Matt Damon. C'est lui ça. C'était pas son meilleur film. J'ai regardé ça pourtant, mais c'était pas très comment dire. Non. Ouais, mais Hiro, je le trouve très bien. Alors, pour pitcher un peu, Tigre et Dragon, c'est quoi? Tigre et Dragon, c'est Chow Yun-fat qui joue un maître d'armes qui fait plein de bons trucs dans sa vie. Et là, je crois qu'il est retraité. Il a un sabre extrêmement connu qui s'appelle... Je sais plus comment il s'appelle son sabre, mais il va pour le donner. Et le sabre se retrouve au début de l'histoire volé par une personne inconnue, que justement Michelle Yeoh, qui joue l'apprenti de Chow Yun-fat, qui va le rechercher à travers toute l'Asie. Et Hiro, qui est une autre histoire. Alors Hiro, je crois que c'est en 2000 ans avant l'époque actuelle, où on nous raconte que la Chine était dispersée entre 7 royaumes qui se tapaient un peu dessus. Et l'un des royaumes était géré par un gars qui voulait vraiment unifier à travers la guerre. Et qu'il avait 3 grands ennemis qui lui faisaient face. Ils ont des noms chelous, je crois, épée volante. Ouais. Non, mais ils ont vraiment des noms comme ça. Épée céleste. Voilà, il y a épée céleste et un truc. Et se ramène à lui Jet Li, qui s'appelle, je crois, l'assassin sans nom, qui lui raconte qu'il a tué ces 3 grands assassins qui voulaient le tuer, et qui va lui raconter l'histoire de comment il les a tués. Et voilà, ça suit cette histoire-là. Oui, très belle confrontation donc entre le roi et cet assassin qui lui raconte comment il a tué ses ennemis. Et oui, très très beau film. Ouais. Alors que pour ceux qui se demandent, je suis toujours là. Hein. Ouais, toujours là. C'est juste que moi, je suis pas très film de bagarre. Il n'y a pas une super scène de combat dans Pas de patrouille là que t'avais bien aimé. Si, ouais, mais je voulais pas en parler parce que ça spoil un peu. Mais... Ah ouais, zut. Mais non, moi je suis pas très film de combat. Enfin, je suis un peu passé à côté. Après, évidemment, je peux parler de classiques du genre Kill Bill. C'est vrai que Kill Bill, ça m'avait un peu marqué à l'époque, même si c'est pas mon Tarantino préféré. C'est vrai Lequel, que c'est un diptyque. Ouais, mais je parle du premier. C'est bien dans le premier qu'il y a cette scène, énorme scène de baston là, qui est assez marquante. D'ailleurs, je crois qu'elle est en noir et blanc à un moment parce que ça faisait trop de sang. Et dans le dojo face à Crazy 99, c'est pas ça? Ah, je me souviens plus. Ou le Crazy 77, un truc comme ça. Enfin, en gros, cette énorme scène de baston là, qui est assez marquante. C'est pas mon Tartino préféré. mais voilà. Après, film de bagarre, je sais pas, il y a aussi Fight Club qui m'avait pas mal marqué à l'époque parce qu'il y a un twist. Mais il faut pas dire.
Ouais, Puis c'est un film qui était maté par tous les ados. Donc, C'est un film de de la bagarre. terre. Ça parle de bagarre. T'as 2-3 scènes. C'est dans le titre, hein, Fight Club. Ouais, c'est pas un film. C'est comme s'il s'appelait Bagarre le film. Hein, donc, Bagarre le film. C'est nul. C'est vraiment nul. Moi, c'est pareil, j'avais noté Gang of New York. Parce que tu vois, on peut pas dire que c'est un film de bagarre, mais il y a quand même 2 grandes scènes de bagarre au début et à la fin du film. Avec DiCaprio. Avec DiCaprio, oui, avec Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz. Ah ouais, puis dis donc, ça fait longtemps que Sa j'ai pas vu période ça. un peu auteur, qui a duré 2 ans. Si on veut parler comme ça de belle bagarre, je vous citerai non pas un film, mais je vous citerai un acteur français montant que je surkiffe. C'est Alban Lenoir. Ouais, j'en étais sûr. Alban Lenoir, donc découvert un peu dans Kaamelott récemment, et donc il avait fait commencer donc ses plus gros films, c'était Anti-Gang avec Jean Reno, qui était vraiment très très bien. Il a sorti le 2 sur Disney+ pas très il y a bien. quelques mois, qui était pas mal quand même. Non, qui était pas très bien, non. Qui était pas mal quand même. Tu te tais, c'est moi qui je parle. Dernièrement, oui, dans Balle perdue aussi, Balle film perdue, Netflix, il a fait les 2. Il y a 2-3 scènes de combat. La chorégraphie est génialissime. On est vraiment dans cette, comme je dis, dans les années 2000, on était plutôt cette vague poésie dans la bagarre, on s'envole, on fait des choses et tout ça, c'est au ralenti, etc. Et après est arrivé donc les Bourne Memory, les Paul Greengrass, donc des trucs James Bond. hyper réalistes, moins lisibles. Ouais. James Bond aussi, mais on est moins dans la baston, on est plus dans la violence et tout ça. Et du coup là, je trouve qu'il a fait dans Balle perdue, ils ont vraiment super bien réussi. La scène du commissariat. La scène du commissariat, c'est super lisible, c'est super violent. On est tu sens que le mec, Alban Lenoir à la base, il est cascadeur, donc tu sens qu'il fait ça, il se prend des coups. Et j'adore ce mec parce que maintenant c'est le Bruce Willis de l'époque, quoi. C'est le mec qui finit le nez cassé avec le sourire, genre t'as vu ce que je lui ai mis dans la gueule au mec. Ah là, c'est testostérone, hein, c'est un film de bonhomme, désolé, mais c'est super bon. Et en plus, Balle perdue, les 2 scènes, grandes scènes de bagarre qu'il y a dans le premier et dans le deuxième, il y a cet esprit de ça ne s'arrête jamais. Le moment où tu penses, tu te dis bon bah voilà, il en a tué 10, ça va s'arrêter. Mais il y a d'autres gens qui arrivent et même lui de Fingal, on aura putain, j'en peux pas encore. Et puis même dans cette scène, c'est surtout, c'est toujours la même chose, quoi. C'est le côté chorégraphie et surtout utilisation de l'espace, quoi. Surtout que je vois qui roule par-dessus des bureaux, qui utilise un truc et tout. Placement de la caméra, les raccords, parce que du coup, quand tu fais dans un la faux scène, plan c'est séquence. toujours un petit peu différent. Là, c'est d'une lisibilité de dingue. Donc oui, Alban Lenoir, génial. Et puis après, parce que allez, c'est la fin, moi je vous balance dans la besace. Crying Freeman, aussi un très très bon film, Marc Dacascos. Crying Freeman, qui était le superbe histoire d'un assassin des yakuza japonais, C'est ça, une adaptation. qui se fait, qui est remarqué parce qu'à chaque fois qu'il tue une de ses cibles, il se met à pleurer. Donc Crying Freeman, magnifique, 2-3 salles de combat avec un vrai combattant, Marc Dacascos à l'époque. Donc superbe. Et pour finir, dernier petit recours, film de bagarre aussi, Warriors, un film avec justement avec Tom Hardy, où justement on est sur un film de plus de 2 heures, je crois, sur des combats UFC. Et au final, c'est le scénario entre les 2 frères. J'aime bien ce film, mais pas pour forcément la bagarre, mais pour tout l'univers qui est autour. Et le film est très très bien réalisé. C'est pas en tant que dernier film, moi je mettrais Piégé de Steven Soderbergh, le premier film de Gina Carano. Je ne remets pas celui-là. C'est cette combattante UFC qui sortait et un peu qui voulait elle aussi se lancer dans une carrière cinématographique. Elle a fait un film donc, qui s'appelle Piégé de Steven Soderbergh où elle joue une assassin, je sais pas si c'est de la CIA ou quoi, mais bref, non, je crois que c'est une tueuse à gages qui se fait engager par des gens et les gens se retournent contre elle. Tu me diras, c'est une histoire classique, mais il y a des belles scènes de combat, une force assez brute et assez très réaliste. C'est des combats les combats les plus réalistes que j'ai vus font partie. Et c'était avant qu'elle se fasse. T'avais pas envie de mettre les mots dans l'ordre. Ouais, grave. Yoda, on l'appelle. C'était avant qu'elle se fasse canceller par Disney+. Elle était dans la série Le Mandalorian. Et après, elle a eu des prises de position sur le vaccin, sur Trump et tout. Et après, elle s'est fait virer. Mais son premier film, c'était ça. Et je vous le conseille. D'ailleurs, je crois qu'il est sur Prime. Eh ben, profitez-en. Profitez-en. C'est beau le cinéma. Voilà. Moi je rajouterais juste que franchement filmer une scène de bagarre c'est pas facile et que non mais pour de vrai des fois on a un peu une facilité qui consiste à faire bouger la caméra dans tous les sens et rendre la scène complètement illisible alors que quand c'est bien chorégraphié c'est quand même mais chouette, des fois ça peut être important. J'en parlais tout à l'heure, Paul Greengrass dans les Bournes, La mémoire dans la peau et tout ça. Il y a des scènes, c'est vrai qu'à l'époque j'ai souvenir que tout le monde disait c'est nul, on comprend rien de ce qui se passe mais je trouvais ça assez marquant, et comme c'est peut-être aussi un parti pris de dire oui, mais il est aussi dans un moment où il a plus sa mémoire, il est dans le réflexe, donc il sait même plus ce qu'il fait. Ouais, mais de là rendre l'action illisible, ça me dérange pas. C'est au-delà de ça, c'est que Paul Greengrass, c'est quelqu'un qui fait du documentaire. Ah oui, tout donc à fait. lui, il a une caméra qui est à l'épaule, et pour lui, suivre l'action, c'est comme ça. Et pour moi, attends, les bagarres dans Bourne, en plus, Bourne, c'est bien, parce qu'il y a toujours au moins une scène dans Bourne où il va avoir un objet, il va se battre avec un objet. Dans le premier, c'est un stylo, dans le deuxième, c'est un magazine, et dans le troisième, c'est un livre. Mais il a toujours, moi je trouve ça plutôt
plutôt lisible. Oui, les caméras bougent un peu, c'est pas non plus illisible. Oui, non, après, Oui, mais t'as la caméra qui bouge, mais t'as le montage en plus derrière qui est surdécoupé des fois. Enfin, Non, mais peut-être dans le deuxième, effectivement, il y a un montage un peu cut, mais dans le 2 et le 3, parce que le premier, c'est pas lui qui l'a fait, il a fait que le 2 et le 3. Mais le troisième, qui a les scènes les plus chorégraphiées, moi j'ai trouvé ça plutôt lisible. Justement, moi, c'était surtout la scène dans le 2 en Allemagne, dans la petite maison. Avec le magazine. Avec le magazine, justement, où tu sens que là, il fait des efforts pour ne pas gagner en lisibilité. Justement, pour avoir ce côté, je me fais. La caméra vient se débuler et tout. Je me fais acculer et tout ça. Ouais. On n'a pas vu le même film. On a fini sur les films de bagarre. Ah, je crois que oui. Hein. Très bien. Bon, bah, dans ce cas-là, je vous propose qu'on passe au jeu. Je veux faire un jeu. Faut arrêter avec les jeux. La dernière fois qu'on a joué au Trivial Pursuit, on a failli se battre. Alors, c'est quoi encore le jeu de merde que tu nous as fait, César? C'est moi. Alors, avant tout, parce que voilà, disclaimer et tout ça. Vous pouvez ne pas aimer mon jeu. Pardon à la comédie française, pardon à la poésie, tout ça, mais j'ai tenté des trucs. Je sens que je vais aimer. En alexandrin, le jeu du jour se tiendra. Oh putain. Je vous décris des synopsis de cinéma. Il vous faudra retrouver de l'œuvre son titre. On est parti? Et chaud comme une baraque à frites. Et les titres sont aussi en alexandrin? Ah non, Attends, abuse pas. Parce qu'il y en a très peu, je pense. Taxi en alexandrin, c'est pas facile. Hein. On va commencer. Alors, pardon, hein, désolé. J'espère que ce sera intelligible. Alors, c'est juste, ça fait des semaines qu'il m'en parle. Donc, il a mis des semaines à l'écrire. Donc, C'est ça. Lis doucement. Mais c'est con, dans un alexandrin, il y a plein de lettres. Hein. Dès ses premiers instants, et jusqu'à sa dernière heure, c'est à l'envers qu'il recherche le chemin du bonheur. Memento? Destin croisé, piégé, cours du temps altéré, c'est à rebours qu'il vit, oui, putain. vieillard né, vieux Oui, bébé. Benjamin Button. Voilà. Benjamin Button, bien wesh. Ensuite, nous continuons dans une ville gangrénée par les criminels. Une Batman. journaliste aidée d'un groupe de sentinelles. Ah, bah, journaliste, bah, c'était les Tortues Ninja. J'en étais sûr qu'il le shooterait comme ça. C'est vrai? Ouais. Ah putain, mais comment t'as trouvé ça comme ça? Il Bah, avait une pas parlé de journaliste- pizza. Une journaliste aidée par un groupe Bah, de fini, sentinelles. vas-y. Parce qu'il y a de la bagarre hein, dans ce film. Donc, une journaliste aidée d'un groupe de sentinelles combattent le mal vaillamment sans manquer d'audace, avec une détermination sans trêve ni grâce. Dorénavant, la justice peut prendre bien des formes, même celle d'un groupe de 4 combattants tétrapodes. Élevés pour devenir experts en combat, eux ne rêvent principalement que de pizza. Mais voilà. ce qui pourrait nous laisser le plus songeur, c'est de savoir que leur maître n'est qu'un rongeur. Oh, c'est beau, bravo. Tortue ninja, tortue ninja. On est d'accord que le film avec Megan Fox était trop bien. Hein. Ouais, moi, On est d'accord que tu sors. Non, moi je parle du premier non. Tortue Ninja. hein. Non, Attention, le je suis premier. d'accord pour dire que les deux films qu'a produit Michael Bay, je sais pas si c'est lui qui les a fait, en tout cas les a produits, Non, il les a sont pas produits. si mal que ça. Enfin, Oh là là. c'est pas des, non, mais c'est pas des grands films. Mais si tu veux le deuxième a un gros souci, mais le premier j'ai bien aimé. Après, dès que Michael Bay touche un truc, ça se transforme en or généralement. Donc, Alors pas pour ces films-là. Si. Sauf que pour le coup, là, c'est transformé en. Oh. C'est nul comme ça. Merci. Attention, concentration. 17 juillet 1738, Paris. Dans la pauvreté et l'immondice, il naquit. Destin brutal d'un enfant à la soif de vivre, qui se révèle par les odeurs qui l'enivrent. Le parfum. Bien joué. Obsédé par celle-ci, il en fait sa passion et emprisonne toutes les odeurs dans des flacons. il y a eu un film, Le Parfum. Oui, histoire d'un meurtrier. Basé sur le livre de je, Ziskin. je connaissais le bouquin, mais je savais même pas qu'il y avait eu un film. Il est souvent cité comme l'une des meilleures adaptations en film de roman. Mais comment ça se fait? D'accord, je Il sais y a pas. Dustin Hoffman dedans. Ok. Il est connu aussi, l'acteur qui a fait le. Ben Whishaw. Voilà, merci. Tuant des femmes pour en extraire leur senteur, cherchant leur effluve absolu avec vigueur. Et à force d'acharnement et persévérance, il finit par mettre au point sa perverse essence. L'artisan parfumeur Jean-Baptiste Grenouille n'a décidément jamais eu froid aux nouilles. Bravo. Ah, il te manquait une rime. Oui, les rimes en houille, à part farcir la citrouille, il n'y avait pas grand-chose d'autre. On continue. Là, je sens que vous avez me préchote beaucoup, en fait. Ah bah oui, Attention. Transformers. C'est pendant les festivités du 7e art, sur le ton de la blague et de la parodie, que se déroule l'intrigue de notre prochaine histoire qui nous mène sur les traces d'un tueur en série. Ah, La Cité de la Peur. Bien ouais. je l'avais, mais j'étais pas sûr. Ou comment un jeune homme à l'humeur scintillante se meut en tueur pour une impossible idylle, arrêté finalement par une tapette géante, plus de futur possible pour Odile et Émile. C'est une tapette géante. Non, monsieur est commissaire de police. C'est l'intitulé et plus marrant que le film en question, finalement. L'intitulé est plus marrant que le film. en question. Le fait comment il le décrit, quoi. Parce que t'aimes pas le film? Mais non, mais c'est plus drôle que quand on dit la réponse. Ah non, mais parce que je croyais que t'étais en train de dire que la Cité de la Peur, c'était pas drôle, en fait. Non, Tu vois. j'adore la Cité de la attention, Peur. C'est Alef qui ne l'a pas aimé et je lui en veux beaucoup pour ça. Je lui en veux encore pendant 3 ans pour ça. J'ai prévu, il reste 3 ans, voilà, comme ça. Après, en même temps, elle n'a pas aimé Battleship, qu'est-ce que t'attendais là? C'est vrai. Philippe est le directeur d'une agence postale.
Après une dure mutation septentrionale. Bienvenue chez les ch'tis. J'allais dire, tu penses Il s'appelle C'est Philippe. un peu facile. Ouais. En même temps, si tu dis déjà le métier et tout. Ouais, Film de postier. Bon, quand on dit film de postier, j'ai dit où il y a Bienvenue chez les Ch'tis, où c'est Men in Black 2. Donc... Il n'y avait pas Postman avec Kevin Costner? Non, on va pas parler de ce truc. Deux puissantes maisons d'égale dignité. Dans la belle Vérone où se joue notre Oui, scène. bah voilà, c'est Roméo plus Juliette. Ah, mais là, en plus, c'est bien parce que c'est pas moi qui les écris. Là, j'ai juste eu à copier-coller Shakespeare. C'était parfait, quoi. Ah bah attends, revivre une c'est guerre con ou parce une qu'on aurait ancienne peut-être vu la différence. Quel Vas-y, film finis. se passe à Vérone? Pour voir si t'es Faut revivre une guerre ou une ancienne haine souille à nouveau de sang les mains de la cité. De ces deux ennemis aux fatales entrailles sont nés deux amoureux, deux étoiles filantes, dont l'atroce destin menant aux funérailles va sceller au tombeau toutes les mésententes. De l'amour à la mort, leur terrible passage, pendant que les parents attisent une rage qui ne s'apaisera qu'au trépas des enfants. Ça fait beaucoup plus amateur d'un coup là. Ouais, tu vois, Ouais. c'est pas. Mais je pense qu'il a ChatGPT à l'époque. Ah oui, alors je tiens juste à dire aussi, hein, pour ma défense, c'est compliqué d'écrire les alexandrins. J'ai essayé ChatGPT, c'est pas du tout au point ce truc. C'est de la merde. À un moment, j'étais genre, fuck, hein, je vais faire mais le boulot. alors le peu de fois où j'ai essayé d'écrire des trucs avec ChatGPT, c'est naze. Ah non, mais Franchement, c'est ouf. Alors, c'est pas encore je au point. rappelle On ne que vit la pas dans un personne monde- qui dit ça, c'est un auteur. Hein. Non, mais c'est complètement naze. Ah non, mais c'est insipide. Alors, moi, le truc qui ouais. marche bien avec le DPT, c'est écrire des emails, tu sais, pour des agences ou quoi. Ça, par contre, tu dis, bah, je vais écrire un email pour demander telle Oui, information. mais Bam, c'est bon, quoi. ouais, enfin bon, bref, ça s'améliorera peut-être avec le temps, mais Moi, j'ai fait déjà, ça ouais, s'améliore, on n'est pas parce que- menacé pour l'instant. Non. Maintenant, plongeons dans un monde de merveilles, où notre héros jamais n'est pris au sérieux. Petit parallélépipède, couleur soleil, qu'on prend pour un enfant mais qui n'est pas peureux. En quête de la couronne volée du roi Neptune, aidé de Patrick, son acolyte de toujours, ils traversent les coins les plus sombres de la lagune, armés de leur arme la plus efficace, l'humour. Sa bonne humeur règne en maître sous les océans. C'est aussi le cordon bleu du crabe croustillant. Bob l'éponge. Comment? Bob l'éponge. Eh ben oui, quand même. J'ai pas vu Bob l'éponge. Ah là là. Non, mais le crabe croustillant quand même, ouais, mais Moi, j'ai même pas vu la c'est série. là-dessus hein, que je l'ai c'est- reconnu, mais je. Alors par contre, de mémoire, le film était pas mal. Alors il y en a eu plusieurs ou pas? Parce Il me qu'il semble y, qu'il y en y a en avait un plusieurs. qui était Après, cool. Il y a des téléfilms. premier- hein, le faut premier pas- Il y en a un il il y en avait un avec Jack Black, non? Je leur dis 2014, non, avec David Hasselhoff. Non, c'était David Hasselhoff, oui, t'as raison. Ou à la fin, il voit Et- David Hasselhoff en Oui, disant, c'est pouvez ça. nous aider, on a besoin de retourner là-bas. Il fait, mais bien sûr. Et vous avez un bateau? Il fait, pas besoin de bateau. Et là, il se met à nager à 60 km/h. Ouais, oui, non, ouais, ça m'a bien fait marrer. Il fait une fort. référence à Baywatch. Ah, Baywatch, mais oui, c'est ça, mais c'est trop bien. Arrête ta Malibu. Arlette à Malibu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est nul, c'est nul. Et sans transition. Alors, ah oui, pardon. Il faut que je fasse un petit ton, excusez-moi, je l'ai travaillé. Une lycéenne, timide et fraîchement arrivée. Twilight. J'en étais sûr. Non, mais de toute façon, il était trop facile. Là. Tu l'as fait comme ça, je dis, vu le ton, à mon Ah oui. avis, c'est qu'il se moque. Quoi. Une lycéenne timide et fraîchement arrivée se voit par une fratrie fortement intriguée. S'ils ont les dents longues, ce n'est pas par ambition, mais le signe avant-coureur Bien de joué. leur exception. Bien joué. Entre passion ardente et des dangers mortels, l'amour interdit défie les lois du réel. Il vous manque vraiment le visuel. Parce que là, ce qu'il est en train de nous faire. Dans l'affrontement entre vampires et licans, qui va remporter le cœur de cet enfant? La gestuelle est plus drôle que ce qu'il dit. Alors qu'à la fin, il y a quelqu'un qui remporte vraiment le cœur d'un enfant. Enfin bon, bref. Quelle fin de merde. Après, j'avoue, ce qui me semblait... j'ai pas... Ça, c'est la meilleure prestation de tout le film. hein. René Smé. J'ai vu que... J'ai vu que le premier, j'ai pas voulu relire les synopsis, donc je sais pas, mais il y a bien une histoire d'amour aussi, elle hésite entre un vampire et un lican à un moment, on est d'accord? Pas un lican, c'est dans Underworld. Non, C'est un vampire et loup-garou. un loup-garou. Bah, lican, c'est dérivé du loup, donc tout ce Non, qui est lican, trait au loup. Non, lican, lican, c'est un c'est que, oiseau. c'est que dans Underworld qu'on dit les licans. J'ai loupé ma vanne. Ah non? Si. Ah bon? Ah oui. Je serais presque pas à parier, mais je. Bah, vais t'as peut-être encore pas, parce perdu, que tu vas la encore dernière fois- perdre. La dernière fois, j'ai perdu. alors Voilà, donc. Non, Moi, je pense t'assure que que les les licans, licans, c'est que dit dans Je suis Underworld. quasiment sûr dans les contes de la crypte aussi. Alors, ça Avec Tim peut-être. Burton, En tout cas, c'est pas dans Twilight. Ah oui, J'ai ils pas disent vu- pas le mot le lican Tales dans of the Twilight, Crypt, mais j'ai pour moi, j'ai lican, jamais- c'est un terme générique pour dire loup-garou qui est pas dans une saga. Mais peut-être que je me trompe. Alors attends, on dit pas lycanthrope Non, mais lycanthrope, c'est le nom latin pour casser les couilles. Mais Non, mais lycanthrope, c'est pour quelqu'un. casser les couilles. Ils nous font chier, c'est latin là. C'est quelqu'un qui a peur de le. Enfin, tropie. c'est comme Astier qui disait ils n'ont Ah, pas bah une non. bouche, ils ont un cloaque. Oui, bah j'avais. Ils ont pas La perdu de- lycanthropie désigne la transformation d'un homme en loup. Ah, je crois que j'avais pris ça dans Harry Potter encore, tiens. Non, mais le terme les licans, quand on dit ah, c'est eux, c'est des licans, c'est un terme qui est sorti que dans Twilight, à ma connaissance. Et en banlieue, il y en a Dans beaucoup des Twilight ou licans. pas? Non, tu Ah non, dis- c'est pas dans Twilight. Dans Twilight, on appelle ça c'est des loups, quoi. Ils disent loup-garou, quoi, je crois, ou des. Non, ils disent des loups. Des yinches, je crois, des chiens de la casse. Ils disent. Les chiens de la casse. C'est Raphaël Quénard qui est leur maître.
Bon, attention, on se concentre encore trop, les enfants. À peine sorti de prison, il prépare un casse. Mais ce n'est pas vraiment son objectif premier. Oui, bah c'est Ocean's 12. Ocean's 11. Ocean's 11. Mhm. Équipe constituée, direction Las Vegas, espérant reconquérir sa belle Dulcinée. Filouterie, mensonge et tromperie à gogo. Il faut au moins ça pour braquer le Bellagio. Bravo. Dans un monde désert... Moi, je suis client. Hein. Franchement, mais merci, j'adore. ça fait plaisir. Calmez-vous. Pardon. Dans un monde désert et apocalyptique. Bon bah vas-y, Mad Max. c'est bon, vas-y, passe à autre Eh chose. non, perdu, je savais que je vous aurais là-dessus. Bah Waterworld, allez hop. Eh non, perdu, je sais. Attends, dis pas plus, on va trouver tout de suite. Un monde apocalyptique, on peut trouver. Non, Désert apocalyptique. Blade Runner. La deuxième phrase. Deuxième phrase peut-être. Vas-y. Dans un monde désert et apocalyptique, Wall-E. notre héros vit obsédé par le rangement. Oh yes. Seule mais vaillante petite boîte mécanique, il passe ses journées à gérer les encombrants. Jusqu'à ce qu'il découvre une petite plante, preuve que la Terre serait à nouveau vivable, et l'emmène dans une aventure haletante jusque dans l'espace près d'humains peu affables. Bravo. Super film. Hein. Le prochain, il est pour toi aussi, Mathieu. C'est toi qui dois le trouver. Ok. Ratatouille. Bienvenue dans la campagne bourguignonne. Oh, C'est au début de la Seconde Guerre mondiale que deux amis qui, dans les villes... Max et Léon. Voilà. La folle histoire de Max et Léon. Ah d'ailleurs, on a oublié d'en parler pendant le film. Ça se passe en Bourgogne. Trop bien. Eh ben oui. voilà. Oui, c'est bon, ils ont chopé 200 000 euros de la région, ils sont contents. Bienvenue dans la campagne bourguignonne, c'est au début de la Seconde Guerre mondiale que deux amis qui, dans les vignes, papillonnent pour éviter le conflit se faisant porter pâle. Rattrapés, ils seront envoyés sur le front. Voulant déserter, on leur confie une mission. France occupée, Angleterre, même jusqu'en Syrie, va les transformer en résistants accomplis. Destin incroyable quand on vient de Mâcon que celui de ces deux jeunes hommes vraiment couillons. C'est pour ça qu'il a adoré le film, Mathieu, c'est parce qu'ils viennent de Mâcon. Quoi. Ah bah c'est le seul truc intéressant du film. Représente Macron. Yeah. Revoyez ce film, en vrai, il est cool. Il y a une très bonne vanne où ils disent Non, oh, t'es juif, c'est chiant. Non, mais pour moi, c'est pas un mauvais film, juste que pour moi, c'est une suite de sketchs. Ouais, oui. Ouais, mais bon, personne s'en plaignait quand c'était les Monty Python qui faisaient ça. Non, c'est pas pareil. Il y a un vrai liant que je trouve qu'il n'y a pas dans Max et Léon. Max et Léon, c'est vraiment, tu fais. Bah, t'as pas non plus trop d'arguments quand tu fais c'est trop bien parce que j'ai trop aimé. Mais moi, c'est les émotions. Les émotions. Auto-émotion. Allez, pour le dernier, chapitre final d'une cultissime trilogie. Il est en fait des deux autres films le préquel. L'un est chasseur de primes et excelle au fusil, mais personne ne sait vraiment comment il s'appelle. Le second, Tuco, dont la tête est mise à prix. Bah, Tuco, oui. Le bon, la brute et le truand. Bien. Apprend l'existence d'un trésor confédéré. Le dernier, un sergent mercenaire érudit, se retrouve par l'odeur du pactole alléché. Le monde se divise en deux catégories et à la fin gagne celui dont l'arme est chargée. Si vous ne trouvez pas et restez ébahi, c'est presque le nom de votre podcast préféré. Oh, bravo, merci. Super. Oui, parce que effectivement, c'est une préquelle pour une poignée de dollars et... Non. Pour quelques dollars de plus. Pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus. Ça, c'est le troisième, mais en fait, c'est le préquel parce que à la fin, justement, il met son poncho que tu retrouves dans les autres, en fait. Tout à fait. Super poncho. Voilà. Retrouvez-le sur notre boutique en ligne. Regardez les westerns, Sergio Leone, musique des Morricone, c'est beau. Cowboys Envahisseurs. Voilà. Cowboy Bebop. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Eh ben, c'était super. Merci beaucoup. Bravo. Je vous propose qu'on passe aux questions du public. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Je peux vous poser une question, même si ça fait 30 fois? Si ça fait 30 fois que je réponds, je vois pas bien l'intérêt. Voilà. Donc encore pas mal de questions sur les réseaux sociaux des internets cette semaine. On sent que t'es vachement à l'aise, toi. C'est pratique. C'est moi qui gère les réseaux, ça s'entend. Alors, on va commencer par cette question. Est-ce que vous êtes plutôt chaud ou plutôt bof pour le film Joker 2 ? Alors moi plutôt bof. Ah ouais. Non, mais t'avais pensé quoi du premier ? J'ai pas aimé le premier. Ah ouais. Non, vraiment, je suis connard. Et pourtant je suis de gauche. Mais je n'ai vraiment pas adhéré à la morale et à tout ce qu'on essaie de nous expliquer dans le film. Alors par contre, je retiens que techniquement, au niveau de la photo, au niveau du son, au niveau de la mise en scène et tout ça c'est très bien. Ça, j'ai rien à dire de l'acting. Phoenix, il est waouh. Voilà. Première scène, il met par terre le mec. C'est vraiment tout ce qu'essaie de démontrer le film. Tu vois vraiment, les riches sont des connards par définition et les pauvres sont des victimes par définition. C'est plus complexe que ça. Bah non, justement, à la fin, on arrivait un peu à ce biais-là et c'est ça qui m'a un peu dérangé. Et en plus, ce qui m'a dérangé dans ce film-là, c'est que de bout en bout, il nous disait, pendant toute la production, ce film sera détaché de l'univers Batman. Alors qu'en fait, à la fin, pour un spoiler, je dirais juste non, bien au contraire. Oui, mais il est quand même c'est des super références, détaché. Ça va. Moi, je l'ai plutôt bien aimé, ce premier film, et j'avais trouvé ça assez cool.
justement, d'ici, ils étaient en train de se perdre un peu. Ils continuent de se perdre. Oui, non, mais d'accord. Moi, je dirais même qu'ils ne sont pas trouvés encore vraiment, à part depuis Joker. Moi, Joker, justement, c'était une proposition nouvelle qui allait bien dans l'univers de Batman, parce que Batman, c'est toujours été l'univers un peu plus sombre, justement. Et du coup, je trouvais que le film rentrait bien là-dedans. Je trouvais justement que tout ce qui était discours sociaux et tout, c'était pas mal foutu. Et là, pour la suite, je trouve que Lady Gaga, c'est un bon choix. Et à mon avis, ça peut être vraiment cool. Alors, autant que je suis d'accord après, parce que de toute façon, le film se veut comme une comédie musicale. Alors, prendre Lady Gaga, c'est juste le meilleur choix possible. C'est ça. Bah oui, moi je suis plutôt chaud. Je connais rien du film. Je sais juste qu'il y a un 2, qu'il y a Lady Gaga, que ça va être en mode léger comédie musicale. Mais j'aime bien quand on sort de ces univers. J'ai adoré cet hyper réalisme du Joker 1 où on se détache. On est dans un monde super fantastique. Il y a du Burton qui est passé. Il y a tellement de personnes. On arrive à s'en détacher. Je trouve que c'est pas mal. Et du coup, la passer en mode comédie musicale, ça se trouve, c'est totalement raté. Mais il y a de l'intention, il y a de la prise de risque. Et non, je vais y aller. Et avec des acteurs comme ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment sympa. Oui, après, moi, de toute façon, j'irai le voir dans tous les cas. Ah, mais on va t'y emmener par la peau du cul, hein, mec. Hein. De toute façon, il y aura un podcast dessus. Donc, voilà. Une autre question, donc on y a un petit peu déjà répondu plusieurs fois, mais quels sont vos films préférés des années 80-90 ? Bon, ça regroupe 2 décennies, donc c'est un peu large, mais... ouais, non, c'est assez large comme question quand même. Bon, après, moi, je citerai des évidences comme des Jurassic Park, Retour vers le futur et tout. Voilà. J'aime beaucoup les Goonies aussi quand même. Les Goonies, ouais, c'est cool. J'adore ça, mais... Maman, j'ai raté l'avion. Terminator. J'adore le regarder encore, ce film. On n'a pas cité beaucoup de petits films indépendants français, je remarque. J'étais beaucoup... les films des années 80-90, c'est des films qu'on a beaucoup maté étant enfant. Et quand j'étais enfant, je matais vachement plus de films américains que français. Donc. Léon, Nikita, qui était pas mal. Alors, c'est un peu moins enfantin, mais moi, j'aimais beaucoup aussi, ado. Oui, c'est vrai que les Luc Besson, moi je suis assez fan. Le cinquième élément. Cinquième élément, c'est un peu plus tard, c'est fin 90, on va dire. 90, il est limite, mais il passe. Donc, cinquième élément aussi, carrément. Il y a eu beaucoup de grands films dans ces décennies-là. Justement, tiens, pour une fois, je vais poser une question aux gens qui nous écoutent. Pour vous, c'est quoi le film, le grand film de la décennie 2010 ? Parce que même, j'ai du mal à dégager un grand film ou plusieurs grands films qui ont pu sortir là, mais moi j'en ai un, mais généralement je suis le seul dessus, c'est Blade Runner 2049. Ah ouais. Je l'ai revu au moins 4-5 fois. Pour répondre à ma propre question, et j'en ai 2 qui ressortent quand même, c'est Interstellar et Mad Max Fury Road. C'est les 2 films qui m'ont vraiment marqué, mais après je serais intéressé de savoir ce que les gens pensent un peu, donc n'hésitez pas à nous dire. Surtout que pour une fois que Mathieu est intéressé par la show du public, vous pouvez foncer. Quel enfoiré. Une autre question. Alors, on nous demande pourquoi il n'y a aucun tournage de film noir à Aix-en-Provence. Bah oui, c'est logique. Ah ouais. Et si tu fais un film sur Aix, tu peux pas faire un film noir. Ouais, d'accord. Laissez-le dans sa blague de merde, vraiment. Faut que je lui enlève Instagram à lui. César fait des blagues. Si vous deviez faire un film vous-même, quel serait votre genre de prédilection ? Science fiction, bitch. Ça je m'en doutais. Et en plus, c'est un des genres, je trouve, les plus... pas le plus compliqué, mais un des plus compliqués, je trouve, en premier abord. Parce que voilà, on n'a jamais fait de film en tant que réalisateur. Et s'attaquer à un truc de la science-fiction où il faut vraiment créer un univers et respecter des règles, je trouve que c'est pas forcément. Parce que moi, je parle de ça. science-fiction. Moi, la science-fiction que je ferais, elle serait pas fantastique. Ce serait plutôt de la hard science à la The Martian, des trucs comme ça. Et essayer de développer des concepts, essayer de voir comment l'humain va coloniser le système solaire. Un peu The Expanse. En The Expanse, c'est que les humains, il y a les terriens, les martiens et la ceinture d'astéroïdes. Et je trouve qu'il y a des microcosmes. On a tendance de passer un petit peu trop de futurs terriens autocentrés à on est dans la galaxie, on a tout, mais il n'y a pas l'étape intermédiaire, celle où on passe de civilisation niveau 1 à civilisation niveau 2. C'est un truc ambitieux, toi, du coup. Les questions étant ambitieuses, je ne serais jamais réalisateur. De toute façon, j'aurais jamais le temps ou l'énergie pour le faire, donc autant péter du slip, quoi. Mais quand j'étais ado, je me disais toujours, au moment où j'ai lu Fondation d'Asimov, je me suis dit c'est ça mon but dans la vie, je vais gagner 2 fois de suite au loto ou à l'euro-million afin de pouvoir peut-être éventuellement faire Fondation. Ah c'est con, t'es passé à ça de fonder Apple et t'aurais pu, mais... Ah ouais, c'est con, hein, c'est con. Non, en plus, des toutes petites ambitions, gagner le loto 2 fois de suite, donc tu vois que déjà les ambitions étaient déjà fucked up. Quand tu lis les 5 bouquins d'Asimov, tu te dis quoi, il faudra quelques centaines de millions quand même pour réaliser ça, quoi. Non mais ouais, moi je crois un petit film simple, tu vois, un peu comme Nous les Leroy, tu vois, un film, une histoire d'amour, tu vois. Commencez par un truc simple en tout cas. À moi, ce serait de la fantasy. Enfin, on en a parlé un peu dans un épisode qui était sorti sur La Demoiselle et le Dragon. Mais moi, c'est du conte, de la fantasy. Enfin, c'est le genre qui me parle le plus. Et si je réalisais, je partirais là-dedans, je pense. Dernièrement, ce tour historique, c'était plutôt porno socio-démocrate allemand. Oui, non, mais après, je suis fermé à rien. Je m'ouvre à tous les genres. Hein. Et puis, je suis pas contre les mélanger, ces 2 genres, tu vois. Ouais.
Question suivante. Est-ce que vous retenez un combat épique dans un film, un combat qui vous a marqué un peu? L'autre, il va nous dire du Star Wars, l'autre gros geeko. Ah bah non. Attends, mais en plus, je Mais même c'est pas le quand temps de Yoda, répondre. il saute et puis... Tu m'attaques déjà, putain. Non, je sais pas, un combat comme ça. Des beautés, moi j'ai toujours le Jackie Chan contre-attaque, un combat avec une échelle. À un moment, je trouve, quand j'ai déjà dû le dire, mais attends, il y a d'autres gars ou c'est juste il se bat avec une échelle? Il se bat avec une échelle contre des autres gars, et je trouve que ça, il est vraiment très 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 bien réalisé ce combat. Et sinon, peut-être le film Le Raid, mais c'est tout le film, c'est un combat, il y a des film, séquences c'est un qui sont vraiment, c'est de la vraiment bagarre. bien faites. C'est la vraie vie, quoi. T'affrontes tous tes problèmes comme un C'est ça, combat. tu tapes les gens et tout, j'aime bien. Moi, je me suis foutu de la gueule de Norbert, mais je vais parler d'Harry Potter. Des combats dans Harry Potter, à la fin du 5, le duel entre Voldemort et Dumbledore, il est vraiment cool. Déjà. Et non, pour de vrai, j'aime bien la scène, sinon dans King Kong, où il se patate avec des dinosaures. King Kong, il nous sort à mais chaque attends, fois. il met des grosses... c'est Kong, trop bien, il met des patates à des dinosaures. Bon, j'avoue, c'est pas mal. Il lui écarte la bouche, là. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est comment régler les problèmes. Ah, je sais pas, moi, parce que je dirais, des trucs comme Matrix, tu vois. Mais Matrix, lequel? Le premier. Le premier? Ouais. Ah non, le 2, avec tous les agents Smith. Ah, il est pas mal. Ouais. Mais non, là, comme ça, j'ai pas trop d'idées. Il aurait fallu qu'on les prépare. T'es pas très bagarre, toi, de toute façon. Non, moi, des gros tapes, je fais, c'est pas un truc de gauche. C'est un pacifiste. Oh, non, faudra peut-être quand même pas abuser. Bon, je vais poser une dernière question parce qu'elle me fait marrer. Est-ce qu'il y a un film que vous voudriez effacer? Genre la cancel culture, quoi. Ouais, c'est ça. Effacer pour tout le monde ou juste pour nous? Bah non, non. Tu vois, l'effacer pour le refaire. Tiens, un chef-d'œuvre que t'effaces. Et tu le refais. Tu sais, dans ce film, là, justement, où il y a les Beatles qui ont jamais été. Comment il s'appelle ce film? Yesterday. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, c'est toi qui le fais. Et puis, c'est trop bien. Non, mais Jurassic World le dernier, on peut l'effacer. Non, il n'y a jamais de film que je trouve assez nul. Même quand il est extrêmement mauvais ou malsain dans ses intentions. Ça peut être effacé parce qu'il a entaché. C'était une suite et ça a entaché l'image que tu avais de ton film, quoi, que tu aimais bien. Mission Impossible 2. Si tu veux. Oui, mais c'est John Woo, donc c'est mauvais, mais on lui pardonne. Ouais. Non, je sais pas. Là, comme ça, un exemple très simple, ce serait Autant n'importe le vent, si on pourrait effacer ce film que je trouve effroyable à plusieurs niveaux. Alors, on va pas avoir une longue discussion sur la cancel culture, mais je trouve que c'est quand même important de garder ces trucs-là pour dire attention, regardez ce qu'on faisait avant, il faut pas le refaire. C'est pour ça que je trouve toujours intéressant de laisser les films pour dire regarde, ça c'était mauvais pour telle raison, et ça, il y avait des messages malsains pour telle et telle raison. Tu vois, par exemple, on en avait déjà un peu parlé, je crois, dans un épisode, mais c'était il y a longtemps, de Disney qui avait modifié des parties de ces films au moment de les mettre sur Disney+. Ouais. Ça, c'est un vrai problème. Alors que mettre un petit carton avant en disant attention, c'est les mœurs de l'époque, on fait surtout qu'ils l'ont fait, ça, pour certains trucs. Je veux dire, ils ont ressorti il y a 10 ou 15 ans des vieux cartoons des 40 ou 50 et ils mettaient un panneau parce qu'à ce moment-là, c'était pas encore destiné pour les enfants, donc c'était beaucoup pour les adultes. Donc il y avait masse cigarettes et d'alcool présentés dans le film. Et ils disaient, ce film a été fait en 40-50, là où les mœurs étaient très différentes. Soyez au courant. Oui, mais c'est pour ça. Mais après, si c'est dans ce sens-là, je trouve que c'est dangereux presque d'effacer des films qui peuvent témoigner d'une époque. Voilà. Après, le dernier Jurassic World, on peut l'effacer, il n'y a pas de problème. Hein. Non, mais surtout, comme tu as dit, je trouve que modifier le truc, ça fait un peu, cacher sous le tapis ouais, en disant non, mais on n'a rien fait et tout. Et il y avait des trucs où je les comprenais encore moins. Je me rappelle que c'était pour Lilo et Stitch. Oui. Ils avaient remplacé la porte du four par un carton de pizza. Ouais. Incompréhensible. Pour pas que les gamins ils se fassent cuire, quoi. Mais sinon. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui et puis on vous retrouvera dans un prochain épisode. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram @cbb-podcast. C'est beau la stéréo. Et puis voilà, et puis on vous dit à la prochaine pour un épisode sur un film bien, j'espère. On verra. De toute façon, on en parlera. Allez, bonsoir à tous. Ciao, à plus. Armoire et Percy.